Bienvenue pour ce second webinaire organisé par l'Espace Sud en partenariat avec la DIL. Cette thématique de l'indivision, nous la traitons. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'Espace Sud en charge de l'habitat et tout naturellement, nous avons des sujets sur l'indivision qui nous posent énormément de problèmes quand on regarde, puisque sur l'Espace Sud, il y a un peu plus de 9000 logements indignes. Et quand on regarde, l'indivision freine la sortie de l'insalubrité et la remise sur le marché de ces logements, alors que les besoins en logement sont énormes. Donc nous avons pris le parti d'aller porter l'information aux administrés. Donc c'est pour ça que nous organisons des webinaires, des conférences, et nous nous faisons assister pour ces échanges avec la population par des professionnels. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous un notaire, Maître Tripet, Sébastien Tripet, et une avocate spécialiste du droit immobilier, Madame Sandrine Termont. Voilà, Séverine Termont, excusez-moi. Donc voilà. Donc si vous le voulez bien, donc le thème, je vous le rappelle, c'est comment sortir de l'indivision, puisqu'il y a eu des évolutions législatives qui font que le notaire pourra nous expliquer si aujourd'hui il est plus facile de sortir de l'indivision qu'avant. Donc voilà, on pourra en parler. Mais avant, on va leur demander un petit peu de nous brosser un tableau général de ce qu'est l'indivision, pourquoi il faut sortir de l'indivision. Puis ensuite, on pourra répondre à vos questions, puisqu'on a déjà reçu des questions par mail. Mais vous pouvez aussi nous poser vos questions en live sur le Facebook de l'Espace Sud. Donc, Maître Tripet, qu'est-ce que l'indivision? Merci Madame Barra. Donc l'indivision, déjà oui, la définition même de l'indivision, c'est dès que l'on est propriétaire à plusieurs d'un bien immobilier qu'on détient les mêmes droits sur ce bien immobilier. Ça, c'est important de le savoir parce que très souvent, on peut avoir nos parents qui sont usufruitiers d'un bien et les enfants qui sont nus propriétaires. Il n'y a pas d'indivision entre des usufruitiers et des nus propriétaires. Donc, il faut vraiment détenir les mêmes droits sur un bien immobilier, donc des droits principalement en pleine propriété puisque c'est là qu'on va vouloir sortir de l'indivision. Et il y a une indivision dès qu'il y a deux personnes seulement, se crée une indivision dès qu'il y a deux personnes uniquement sur un bien. C'est bien ça, Maître Termont? C'est ça, tout à fait, Maître Tripet. Donc, aujourd'hui, on se rend compte effectivement, comme disait Mme Barra, qu'il y a beaucoup de logements qui sont abandonnés. Il suffit de se balader un petit peu aux quatre coins de la Martinique pour voir des maisons soit ensevelies par les herbes, soit totalement à l'abandon, ou des terrains, tout simplement des terrains qui sont pas entretenus. Alors, effectivement, ça caractérise le phénomène d'indivision. Bien souvent, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour sortir de cette indivision, ou bien on a des phénomènes d'absence de titre de propriété, ou encore de succession qui ne sont pas réglés, et parfois depuis de très nombreuses générations. On peut avoir certaines indivisions, je parle un peu d'expérience de dossier que je peux avoir dans mon étude, mais des indivisions qui peuvent remonter à 80 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans. Après, on en a des plus récentes. Donc, pour permettre la sortie de l'indivision, soit tout le monde est d'accord, et ça arrive, heureusement. Heureusement. Ça arrive. Je sors justement d'un rendez-vous où on a pu faire un partage avec une dizaine d'indivisaires sur une parcelle de terre où certains indivisaires ont construit, parce que c'est ce phénomène aussi qu'on voit souvent. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est des gens qui ont déjà construit sur les biens avant même qu'ils ne soient partagés. Donc soit on est tous d'accord, on sort de l'indivision, c'est parfait, on dispose d'un titre de propriété, soit effectivement, il peut y avoir des désaccords, et il peut y avoir aussi parfois des héritiers qui sont taisants, qui effectivement n'apportent pas d'aide à l'indivision pour en sortir. Donc il y a effectivement la loi qui prévoit des dispositions pour sortir de l'indivision. Malheureusement, ça restait toujours à la majorité. Et c'est ainsi que la loi de 2018 sur la sortie de l'indivision, qu'on appelle la loi Letchimy, nous a apporté de nouveaux éléments pour nous aider à sortir de l'indivision. Je vais laisser Maître Termont nous parler un petit peu de cette loi. C'est ça, oui, merci Maître Tripet. Mais c'est exactement ça, puisque l'indivision, si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans la gestion du bien, donc le bien, il est bloqué. Donc la règle, normalement, c'est l'unanimité. Donc pour pouvoir vendre le bien, pour pouvoir en disposer, il faut que tous les indivisaires soient d'accord. Donc il y a des assouplissements qui ont été apportés même par la loi dite Letchimy et qui permet un acte de partage ou de vente lorsqu'on est plus de 50%. Alors il y a quand même des conditions qui sont pas strictes, mais
il faut déjà une succession ouverte depuis plus de 10 ans. Donc, si on n'est pas dans ce cas, ce sont les dispositions du Code civil qui vont s'appliquer. Et il faut également avoir plus de la moitié. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas où on est 2 indivisaires. Il n'y aura pas de majorité qui va se distinguer, puisqu'on sera 50-50. Donc, la loi ne pourra pas s'appliquer. Donc, une succession ouverte depuis plus de 10 ans et avoir plus de la moitié, donc 51%. Donc, dans ce cas, lorsque ces 50 plus 1% sont d'accord, soit pour vendre ou pour faire un acte de partage, ils pourront se retourner vers le notaire, notamment Maître Tripet, voilà, avec des formalités qui sont exigées. Il faut une notification du projet de vente ou de partage, avec une publicité sur un site internet, dans un journal d'annonces légales, avec une possibilité aussi pour ceux qui s'opposent, donc ceux qui ne sont pas dans les 51%, de faire une opposition dans des délais qui peuvent être de 3 ou de 4 mois. Et s'il y a une opposition, on se retrouve devant le juge. Donc c'est le juge qui aura le dernier mot et qui va trancher pour autoriser ou non l'acte de vente ou de partage. Mais c'est vraiment une avancée, la loi Letchimy, puisque qui vise la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Barth, voilà, les collectivités de l'article 73, c'est ce que dit le texte, parce qu'on se retrouve à trop d'indivisions où l'unanimité ne sort pas, voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord, et des fois il y en a qui veulent sortir, puisque sortir de l'indivision est un droit, c'est ce que dit le Code civil, nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, mais bien souvent, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on peut être bloqué, donc il faut des assouplissements, et notamment la loi Letchimy, qui visait un petit peu les politiques publiques pour pouvoir mettre un terme à tout ce qui est dents creuses, insalubrité. Donc c'est vraiment un outil très intéressant qui peut permettre de liquider des indivisions. Mais rappelons juste 2 points à propos de l'application de cette loi Letchimy. C'est pour qu'elle puisse s'appliquer, il faut bien entendu que vos successions soient toutes réglées. C'est-à-dire, si les successions ne sont pas réglées, les héritiers connus, on n'arrive pas au stade du partage, et à partir de cet instant-là, on ne peut pas appliquer la loi Letchimy. Donc il faut que les successions soient réglées et qu'on dispose d'un titre de propriété. C'est les principales difficultés que l'on rencontre également, puisque je disais tout à l'heure, des indivisions qui sont parfois ouvertes depuis 1937, 35, enfin je cite des dates comme ça parce que c'est des dossiers qui me parlent récemment, parfois il y a une vingtaine de successions à régler dans ces dossiers, il faut qu'elles soient réglées avant de pouvoir appliquer la loi. Alors si on connaît les héritiers, c'est facile, on va les chercher, demander leurs pièces d'état civil, etc. Et le deuxième point, donc, c'est le titre de propriété. Donc parfois, il n'y a pas de titre de propriété. Il arrive qu'il n'ait pas de titre de propriété, mais qu'on sache parfaitement quelle famille occupe tel terrain depuis X générations. Dans ce cas-là, il y a toujours la possibilité d'essayer d'abord de reconstituer le titre de propriété au moyen de ce qu'on appelle la prescription acquisitive, prescription trentenaire, on en parle souvent, pour reconstituer le titre de propriété de votre aïeul et ensuite dérouler le règlement des successions. Pour ces 2 points qui sont tant la recherche d'héritiers que la recherche de titres, la reconstitution de titres, et puis même aussi il y a des mesures financières, la collectivité territoriale a mis en place un groupement d'intérêt public, et je vais laisser Maître Termon vous dire 2 mots de ce groupement d'intérêt public. Tout à fait. On appelle GIP titrement, groupement d'intérêt public titrement, et d'aide à la sortie de l'indivision. Donc ce sont plusieurs professionnels, qui est d'ailleurs présidée par une avocate, Maître Marceline, pour la citer, qui a été bâtonnier et qui intervenait très régulièrement en matière d'indivision. Donc, plusieurs professionnels, voilà, qui se concertent et puis qui aident les notaires, les différents professionnels à pouvoir identifier, à pouvoir recenser les titres de propriété. Puisque si j'ai bien compris, ça a été un frein à l'application de la loi Letchimy. On a oublié de le dire, en fait, voilà, puisque peut-être le délai d'application de la loi, on a oublié de le dire. La loi ne s'applique pas, etc. Voilà, c'est un frein à l'application, puisque je disais, pour qu'elle soit appliquée, le titre, les héritiers. Voilà. Donc voilà, on a trouvé cette solution-là pour aider les gens tant à régler les successions qu'à reconstituer les titres de propriété. Et puis on a vu aussi qu'un des problèmes de la sortie de l'indivision, c'est le financement. Quand on ne règle pas les successions pendant 80 ans et que vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, 25 successions à régler d'un coup, parce qu'on n'a pas fait pendant des années en payant régulièrement les frais, on se retrouve aujourd'hui à devoir
déboursé pour le règlement de 25 successions avant même d'arriver au partage. Alors, avec un petit point important, c'est que le partage, c'est quelque chose qui avait été voté aussi par le député Letchimy de l'époque, c'est qu'à côté de cette loi Letchimy, il y a une disposition fiscale qui supprime le droit de partage depuis 2018 jusqu'en 2028. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je prends le cas de mon dossier de tout à l'heure, puisque j'en ai fait la démonstration à mes clients dans mon bureau. Ils ont économisé 16 000 euros. 16 000 euros de droits grâce à cette disposition qui est donc valable jusqu'en 2028. Donc, il faut peut-être revenir à nouveau sur les conditions d'application de la loi Letchimy, puisqu'il y a des questions sur le nombre d'héritiers qui doivent donner leur accord. Donc je pense sur la suppression des frais aussi de partage. Donc maître et madame l'avocate, est-ce que vous voulez bien reprendre un petit peu cette partie pour que ça soit bien clair? Parce que si on sort ce soir de ce webinaire et que vous ayez les idées bien claires sur ce que ça peut apporter et comment ça peut régler les choses chez vous, ça sera déjà gagné, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on croit comprendre, et puis en fait, c'est pas du tout ça. Donc, maître, vous pouvez reprendre. On peut parler effectivement d'un point qui revient souvent, c'est quand on touche au porte-monnaie. Donc, les frais. Les frais, quels sont les frais pour un partage? Alors, dans un acte pour un partage, vous avez les émoluments du notaire. Les émoluments du notaire, c'est les mêmes chez tous les notaires. Ça, je tiens à le dire parce que c'est très important. Les émoluments de notaire sont tarifés par décret. Donc, au niveau des frais du partage, vous avez une partie émoluments du notaire qui sont de l'ordre, on va dire, de 1,5%. Et vous avez ensuite normalement des droits, un droit de partage. Ce droit de partage qui a été pendant des années, depuis 2011 jusqu'en 2018, à 2,5%. Alors, ce droit, il est perçu sur la valeur des biens. Donc, si vous avez un partage qui porte sur un montant, par exemple, de 100 000 euros de biens immobiliers, normalement, vous avez les émoluments du notaire, on va dire 1,5%. Vous avez ensuite ce droit de partage à 2,5%. Et vous avez après ce qu'on appelle des débourses, c'est-à-dire quand on demande des pièces d'état civil, etc. Et puis de la TVA, et puis une petite contribution aussi de 0,10% pour le service de la publicité foncière, pour mettre à jour les fichiers au cadastre. Mais ce droit de partage, c'est ce qui représentait le plus de frais dans un acte de partage. Donc avec la loi dite Letchimy en 2018, il a été également voté dans la loi de finances de la même année une suppression de ce droit de partage pour 10 ans, qui viennent d'être renouvelés d'ailleurs pour 10 ans supplémentaires. Et effectivement, c'est une économie considérable que d'avoir 2,5% en moins de frais sur un partage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grosso modo, les frais d'un partage, on peut considérer que c'est inférieur à 2% de la valeur des biens partagés. Donc voilà la petite précision qu'on nous avait effectivement demandé. Et ça concerne tous les partages, toutes les successions. Ça concerne tous les partages. D'accord. Tous les partages. Et on l'applique même aux partages qui ne sont pas loi Letchimy. Oui, voilà. C'était le sens de ma question. On l'applique également, voilà, ça a été un débat pendant quelques temps, non, dans le texte fiscal du Code général des impôts, ça ne vise pas stricto sensu la loi Letchimy. Donc c'est tous les partages qui sont faits, Martinique, Guadeloupe, etc. On n'a plus ce droit de partage, et maintenant, donc jusqu'en 2038. Donc c'est un avantage considérable. Après, je vais laisser M. Termon revenir sur d'autres données. Peut-être prendre un exemple concret, peut-être pour l'application de la Letchimy. Donc, on va dire, vos parents sont décédés il y a 15 ans. Parce qu'on rappelle qu'il faut que la succession soit ouverte depuis plus de 10 ans. Voilà. Et donc, la si succession s'ouvre par la mort. Est mort l'année dernière, c'est pas possible. Voilà. On peut bien sûr régler l'indivision, mais ce ne sera pas une application de la loi Letchimy. Ça sera l'unanimité à ce moment. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, les parents sont décédés il y a 15 ans, vous êtes 3, puisque comme il faut 51%, si vous êtes 2, ça ne va pas fonctionner. Donc vous êtes 3, vous êtes 2 à être d'accord. Par exemple, vous voulez vendre un des biens de la succession. Et puis il y a le petit frère, le troisième, qui s'oppose. Là, on est dans un cas d'application de la loi Letchimy. Donc vous choisissez un notaire, donc les deux, vous choisissez un notaire, vous allez le voir, le notaire recueille donc les conditions de la vente, le prix. Alors, il faut préciser qu'il faut une évaluation par 2 professionnels, puisque l'acte qui va être fait, il ne faut pas qu'il porte atteinte non plus au droit de celui qui ne se manifeste pas. Donc, il y a vraiment des garanties. Donc, il y aura une évaluation qui va être faite par 2 professionnels. Le notaire va faire une notification du projet de vente. Il va mettre le nom des indivisaires qui sont d'accord, le nom de celui qui n'est pas d'accord, la valeur,
la quote-part de chacun des indivisaires dans l'indivision. Donc, il y aura une formule, il y aura une publicité qui va être faite. Et à compter de cette notification, le petit frère, donc celui qui ne s'est pas manifesté, pourra, dans les 3 mois, s'opposer. Le délai de 4 mois s'il est à l'étranger. Il pourra s'opposer. Et là, s'il s'oppose, donc c'est le juge qui va trancher. Et les 2 qui avaient souhaité procéder à la vente vont devoir démontrer au juge l'intérêt et bien sûr la préservation des droits de celui qui ne se manifeste pas. Justement, pour que ça soit bien clair pour les gens, donc là, vous avez bien parlé de quelqu'un qui s'oppose, mais qui est connu. Qui est connu, voilà, ouais, parce c'est que ça. là, on a une question, par exemple, où on nous dit un des héritiers a coupé les ponts, on ne sait pas où il est. Donc, dans ces conditions-là, on ne pourra pas appliquer la loi, puisqu'il faut bien sûr qu'il y ait un acte de notoriété. Voilà, parce qu'il y a des conditions aussi où la loi exclut. La loi exclut notamment quand un indivisaire est mineur, sauf sur une autorisation du juge des tutelles, lorsqu'un indivisaire est absent, lorsqu'un indivisaire est un majeur protégé, donc quelqu'un sous curatelle, sous tutelle, et également lorsque la vente qui est projetée ou le partage inclut la maison qui constitue l'habitation du conjoint successible, puisqu'il est toujours protégé, donc on peut pas non plus... Le conjoint survivant. Voilà, le conjoint survivant. Donc on peut pas non plus le mettre à la rue, voilà. Donc la loi a également envisagé la protection du conjoint survivant. Donc si jamais tout se passe bien, il n'y a pas d'opposition dans le délai de 3 mois, le notaire va en prendre acte et l'acte de vente ou l'acte de partage sera opposable à tous les indivisaires, dont celui qui se serait opposé. Donc voilà, donc c'est ça, il faut bien retenir les conditions de 10 ans. Il ne faut pas d'absent, il ne faut pas de mineur, il ne faut pas de majeur protégé. Et puis, le conjoint survivant. Et puis, bien sûr, il faut la majorité. Donc, si on est 2, ça ne fonctionne pas. Si on est 3, mais qu'on n'est qu'un seul à vouloir le faire, pas les 2 autres, ça ne va pas fonctionner non plus. Alors, il y a une question, elle n'est peut-être pas assez précise, mais je vous la pose quand même. Suite à une donation d'un bien immobilier sans testament, lié au décès paternel, étant sa fille, quelle est la procédure ? Donc, il y a eu une donation. Qui a été faite. Donc, avant le décès. Mais elle dit sans testament. Alors, on ne sait pas sous quelle forme a été faite la donation. On ne sait pas si la donation a été faite chez le notaire, on ne sait pas au profit de qui. Voilà. Dans tous les cas, s'il y a une donation, parce que je vois un peu venir la question, c'est que parfois, du vivant, les parents font des donations en avance de part sur succession. Et ces donations sont effectivement rapportables au moment du partage. Donc, ce qui se passe, justement, c'est l'acte de partage que j'ai fait cet après-midi. Dans mon partage, il y a 2 enfants qui avaient déjà reçu une part du terrain sur lequel ils ont construit d'ailleurs, mais par donation du vivant des parents. Donc, on a rapporté ces donations dans l'acte de partage avec les biens qui existaient au décès, donc les autres biens, le reste du terrain à partager, et on a attribué donc à chacun une part de terrain. Et ceux qui avaient eu une donation, ils ont reçu, c'est fictif, ils avaient déjà la donation, mais ils ont reçu leur part de terrain qu'ils avaient déjà reçu dans la donation. Donc, des donations, effectivement, sont la plupart du temps rapportables à la succession et on en tient compte au moment du partage. Je pense que c'était surtout ça la question quand il y a eu des donations. Est-ce qu'on en tient compte au moment du partage ? Oui, bien sûr, il faut tenir compte de ce qui a déjà été fait. Et puis, il y a une autre question. Il y a 2 héritiers, et puis le père a eu un enfant. Donc, il y a un demi-frère qui a eu l'autorisation de construire sur le terrain et une maison. Donc là, il nous dit, nous sommes dans l'impasse, comment régulariser la situation ? Ce demi-frère, il a des droits de toute manière. S'il est reconnu, parce que la question c'est de savoir s'il est reconnu. La personne nous dit il y a 2 enfants. Pas 2 enfants, il y a 3 enfants. Voilà, il y a 3 enfants. Il parle de demi-frère. Voilà, donc ça veut dire que c'est du côté papa, et papa a reconnu cet enfant-là. Donc à supposer qu'il est reconnu, il a de toute façon les mêmes droits que les autres. Et s'il a construit sur ce terrain-là, la logique veut que quand on va établir l'acte de partage, on va lui attribuer le terrain où il a construit sa maison. Parce que ça, c'est des partages qu'on a très souvent. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Martinique, c'est que les gens ont construit sur les terrains, et là je pense que pour ceux qui nous regardent, ça va leur parler, ils ont construit sur les terrains avec des simples autorisations de leurs parents. Les parents n'étaient pas prêts à donner, ils disaient tiens mon fils construit là, une petite autorisation, va obtenir ton permis, et puis tu construis, mais la personne n'a pas de titre de propriété. Donc au moment du décès de ses parents, l'objectif pour ces personnes-là, ça va être d'avoir un titre de propriété, puisqu'ils ont quand même construit une maison qui est sur un terrain en indivision. Donc ça, c'est des cas que l'on a assez régulièrement. Donc là, dans le cas de la question
la personne qui nous a posé la question, ça va être ça va être régler la succession, faire un partage pour que ce demi-frère puisse enfin devenir du propriétaire du terrain sur lequel il a construit. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, peut-être que ça les bloque. En fait, je me dis peut-être qu'ils se disent... il a peut-être construit avec l'autorisation du père sur un bien qui n'est pas à lui, en fait, qui est indivis. Donc ça devient, en fait... la construction sur un bien indivis devient également une indivision, quoi. Donc, puisque le dessus suit le dessous, donc on construit sur un bien indivis, ça devient aussi une maison indivise. Mais comme disait Maître Tripet, on pourra faire le partage et s'arranger pour une attribution préférentielle pour que celui qui a déjà construit sur la parcelle avec une autorisation puisse hériter de cette partie déjà construite. Régulariser en quelque sorte la situation. Donc ça pose pas beaucoup de difficultés dans ce cas. Donc, il y a quelqu'un qui nous pose la question, Maître Termon a répondu tout à l'heure, effectivement, 2 héritiers, pas d'application de la chimie, parce que la majorité, c'est 51%. C'est pas 50%. Il faut 51% des indivisaires. Obligatoirement. Donc à 2, effectivement... le texte dit bien plus de la moitié des dons indivis. C'est ça, en pleine propriété. C'est ce que dit la loi Letchimy. D'accord. Donc on a des questions aussi sur des terrains indivis et sur lesquels il y a eu une construction à l'insu, il dit, des indivisaires. Donc là, c'est plutôt l'avocat qui va parler, je pense. C'est ça. Donc, si je comprends bien, on a une construction qui a été faite. Donc, déjà, la première question qui va se poser, c'est depuis quand a été faite cette construction? S'il y a plus de 30 ans et que celui qui a construit a occupé de manière paisible, continue, il pourra aller voir le notaire et faire jouer ce qu'on appelle la prescription trentenaire. Même si le terrain avait un titre, le terrain a un titre. Ah si, c'est ça. Souvent, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal, on se dit, mais je suis dépossédé, en fait. Non, mais c'est parce que quelqu'un, pendant 30 ans... Pendant 30 ans, vous n'avez rien dit. Voilà, il se comporte comme le vrai propriétaire. Voilà, c'est ça. Envoyer soit un courrier, une mise en demeure, quelque chose pour dire stop, vous occupez un bien qui n'est pas à vous, je vous demande de libérer les lieux. Donc comme ça, le caractère de paisibilité est interrompu et la personne ne pourra pas faire valoir la trentenaire. Mais effectivement, s'il a occupé pendant 30 ans, il s'est comporté comme le véritable propriétaire. Hein. Donc, en fait, après 30 ans, on lui reconnaît ce droit de propriétaire. Donc, si on n'est pas bien sûr dans les 30 ans, il faut agir vite. Hein. Il faut lui envoyer un petit courrier recommandé. Je vous mets en demeure d'arrêter votre occupation, de quitter les lieux. Ou peut-être mieux, une sommation par huissier. Voilà, comme ça, on a vraiment un acte qui interrompt la prescription. Et là, on nous dit indivision et famille nombreuse, titre de propriété difficile à obtenir. Ça va de soi. Plus il y en a d'indivisaires, plus c'est compliqué parce qu'il faut mettre plus de personnes d'accord. Et puis également, il faut traiter les successions en chaîne. Il faut traiter les successions en chaîne qui peuvent être parfois extrêmement nombreuses. Exact. Hein. Et puis surtout, les gens prennent de l'âge. Donc moi, je prends un exemple d'un dossier que j'ai au bureau où le premier décès est de 1937. J'ai déjà fait 24 successions. 24 successions. Wow. Je crois qu'il y a 60 personnes pour l'instant. Et puis, on arrive au stade du partage. On est content, on arrive au stade du partage. Et puis, là, il peut y avoir un petit désaccord. Mais surtout, les clients viennent me voir et me disent « Maître Tripet, on a encore perdu 2 personnes dans la famille depuis le début de l'année. Donc, on va faire encore 2 successions. Et puis, plus le temps passe, plus il y a de successions à régler. C'est pour ça que parfois, c'est... Il faut modifier les actes. Voilà, donc ça peut... Et puis ça prend du temps, du coup ça prend du temps. Identifier tout le monde, puis il y en a toujours un peut-être qui ne se manifeste pas, parce que maintenant on est, tout le monde est un peu à l'étranger, tout le monde voyage, tout le monde s'installe ailleurs, donc là ça peut être compliqué. Je crois que le pire dans les indivisions, par expérience, ça va être l'indivisaire qui va dire ça ne m'intéresse pas. Et qui ne bouge pas. Ça ne m'intéresse pas et qui ne bouge pas. C'est-à-dire que je veux rien, c'est plutôt je ne veux rien. Voilà. Donc le je ne veux rien c'est bien, mais vous ne voulez rien, on a quand même besoin de vous pour régulariser les actes. Donc, dans les indivisions, vous voulez rien, d'accord. On va rien vous demander non plus, puisque en général, je dis aux autres indivisaires, si l'indivisaire ne souhaite pas de bien, qu'il ne veut rien, on ne va pas non plus aller lui demander de payer les frais. Hein. Mais il faut que cet indivisaire qui ne veut rien nous transmette les éléments le concernant et puis régularise les actes. Parce que je veux rien, je fais rien, je bloque tout le monde. Et souvent, c'est une seule personne qui bloque pour très peu de choses. Hein. Pour très peu de choses, on arrive parfois à ne pas aboutir. Alors, c'est bon à savoir. Lorsqu'on a un indivisaire qui, sans bloquer, sans forcément s'opposer, et qui dit « je veux rien », donc c'est ce qu'on appelle un indivisaire défaillant, il y a quand même une possibilité, il faut se rapprocher d'un avocat, une mise en demeure qui va être faite par huissier, commissaire de justice, on dit maintenant, et dans les 3 mois
s'il ne se sera pas manifesté, il n'aura pas transmis les documents qui ont été réclamés, on pourra faire désigner un mandataire et qui va le représenter jusqu'au partage. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Lorsqu'on a quelqu'un qui, sans s'opposer, dit « moi pas l'aïen, moi pas l'étant aïen », donc il y a une possibilité quand même de pouvoir le faire représenter donc par un mandataire qui sera souvent... moi, j'ai déjà eu le cas de le faire, donc je fais désigner un administrateur judiciaire et puis qui va, pour son compte, signer les actes et le partage pourra aboutir et ses droits seront préservés. Donc c'est bon à savoir. Mais ce n'est pas le cas de celui qui s'oppose, c'est vraiment celui qui, sans s'opposer, ne fait rien. Donc il y a une possibilité de dépasser ce blocage. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on a une question sur les soultes dans les partages. Quand il y a des soultes dans les partages, voilà, on a des biens partagés, on est 10, il y a du terrain, il n'y a pas 10 terrains identiques. Il n'y a pas 10 maisons identiques, il n'y a pas 10 appartements identiques. Donc, nécessairement, il y a parmi les indivisaires dans un partage des personnes qui n'auront pas de biens immobiliers, mais qui ont le droit à leur part de partage, puisque le principe d'un partage, ça c'est très important à savoir, le principe du partage, c'est l'égalité en valeur. J'ai 100 000 euros de biens, j'ai 10 héritiers à égalité, chacun doit recevoir 10 000 euros en valeur. Imaginons qu'il n'y ait qu'un seul bien, il n'y a qu'une maison et elle vaut 100 000 euros. Et puis la maison, on décide qu'elle revienne à un des 10 héritiers. Donc les autres héritiers, oui, ils n'ont pas de maison, mais celui qui a eu la maison pour 100 000 euros, il doit verser aux 9 autres héritiers une soulte d'un montant de 10 000 euros. 10 000 euros, pour que le partage soit équitable. Alors souvent, on a des héritiers qui disent « moi je veux rien, je laisse la maison, je veux pas de soulte, etc. » Donc c'est vrai qu'il faut aussi être très clair sur ce point-là. Il y en a parfois qui renoncent à percevoir leur soulte, mais d'autres qui tiennent évidemment à avoir leur part d'un partage. Mais le principe, c'est bien ça, c'est une égalité en valeur. En nature de bien, c'est quasiment toujours impossible. C'est sûr. Et les aides qui existent ne financent pas les soultes. Ça finance les frais de notaire, les frais de géomètre, les frais de généalogiste, voilà, mais pas les soultes. Et là, souvent, il y a des soultes, surtout s'il y a beaucoup d'héritiers. Oui, c'est ça, ce sera des soultes. Il y a des conditions de paiement qui sont possibles. Voilà, L'acte la prévoit, soulte aussi, mais... parfois, on peut prévoir un paiement de la soulte en plusieurs échéances. Tout est possible. C'est pour ça qu'il faut se mettre autour d'une table quand on veut essayer de régulariser un partage. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure pendant la coupure technique, la sortie de l'indivision, c'est pas forcément un mal. L'indivision, ça peut aussi s'organiser et se gérer. Il y a plusieurs moyens de gérer l'indivision. Quand on s'entend, on peut très bien demeurer propriétaire à plusieurs de la maison familiale, à condition d'en fixer les conditions. Parce qu'on voit régulièrement, il y a un héritier s'accapare la maison familiale, il ne paye pas les impôts, et il change la serrure, c'est à moi parce que maman avait dit verbalement que ça serait pour moi. Et puis c'est là où on se retrouve dans des grosses problématiques, une maison qui est plus entretenue, dont les impôts sont pas payés, et plus le temps passe, plus ça met en difficulté tous les indivisaires. Mais quand on s'entend, on peut très bien gérer ça facilement. On reçoit une taxe foncière, elle est adressée à l'un des héritiers, qui s'adresse à ses frères et sœurs pour répartir la quote-part de chacun. On décide d'entretenir ensemble. On peut très bien la louer, percevoir les loyers. On peut, pour faciliter la gestion de l'indivision, parfois apporter le bien à une société civile immobilière, la SCI. La SCI, c'est principalement pour moi un outil pour gérer justement l'indivision. C'est-à-dire quand on est propriétaire à plusieurs. Donc il y a toutes ces choses-là. Quand un héritier souhaite rester dans le bien, on peut signer aussi une convention d'indivision chez le notaire, où on définit, il va payer les impôts, il va payer ça, et puis il va verser peut-être une petite indemnité d'occupation. On n'appelle pas ça un loyer entre des indivisaires, on appelle ça une indemnité d'occupation, mais on définit toutes les conditions pour que tout soit clair. Donc on peut aussi gérer l'indivision. C'est ça. Mais lorsqu'un bien est en indivision, donc il n'a pas encore été partagé, il y a les impôts qui arrivent, il y a une personne qui paie les impôts. Et cette personne-là, est-ce qu'elle pourra faire valoir tout ce qu'elle a payé pendant des années pour que ça vienne impacter, je sais pas moi, une soulte, je sais pas. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vrai que l'indivision, on l'a dit au début, ce sont des droits sur un même bien, mais ce sont aussi des devoirs. Donc lorsqu'il y a une taxe foncière qui arrive, elle est due par l'ensemble des héritiers.
Mais bon, il y en a un qui peut le faire, qui peut se dire, bon, moi, je vais régler pour le compte de l'indivision. Donc, il pourra se retourner. S'ils sont 5, chaque indivisaire doit 1/5 de cette taxe. Donc, s'il y en a un qui paie l'intégralité, il pourra se retourner contre ses co-indivisaires pour obtenir le remboursement de la quote-part qu'il aura avancée pour le compte de ses frères et sœurs ou bien des autres héritiers. Donc ça, c'est possible. Donc, dans ce cas, il faut bien conserver ces justificatifs. Toutes les taxes ont été réglées, les justificatifs de paiement. Et au moment du partage, effectivement, c'est de la même manière si on a fait des actes conservatoires, on a changé la toiture, parce que ça, il faut savoir qu'un seul indivisaire peut le faire. On n'a pas besoin de l'unanimité pour préserver un bien. Donc, vous avez une maison familiale, la toiture menace de s'effondrer. Un indivisaire peut prendre l'initiative, même lorsque ce n'est pas urgent, il peut réaliser un acte conservatoire, ce qu'on appelle un acte conservatoire. Et il pourra, par la suite, se faire rembourser par les autres co-indivisaires. Alors, on nous pose des questions. Alors ça, je vais répondre vite, c'est une question de compétence. Est-ce qu'un notaire de Martinique peut traiter des dossiers en Guadeloupe? Oui, le notaire a une compétence nationale. Donc, notaire Martinique peut traiter Guadeloupe, Métropole, Guyane, Réunion. Il peut pas faire, par contre, la Polynésie française. C'est juste une petite exception. Alors, quelle est la règle pour le règlement des impôts? Mon conjoint et son frère ne sont pas d'accord, nous avons déjà été saisis par les impôts. Alors, ce qui se passe en termes d'impôts, donc la taxe foncière, quand on est dans la division et qu'on règle les successions, par exemple, imaginons, on fait la succession de papa, il laisse 10 enfants, il laisse une maison. Donc, on fait une attestation immobilière après le décès pour mettre le bien au nom des 10 enfants. Et au niveau de la fiscalité, au niveau du service du cadastre, les 10 enfants vont être répertoriés comme propriétaires tous ensemble, mais la taxe foncière ne sera adressée qu'à l'un d'eux. Alors c'est un logiciel au niveau de la fiscalité qui tire au sort. Donc un seul héritier va recevoir la taxe foncière, à charge pour lui de la payer, puisque vis-à-vis du fisc, ça sera le responsable. Mais par contre, ses co-héritiers doivent lui rembourser leur quote-part. Et souvent, s'il y a un souci et que les héritiers ne remboursent pas la quote-part, celui qui est le responsable vis-à-vis des impôts se fait saisir, prend des ATD sur ses comptes, et là, il devient foudrage, il devient complètement fou. Et là, on lui explique que c'est la solidarité fiscale. Il y a une solidarité fiscale entre les héritiers, et l'administration fiscale est parfaitement en droit de réclamer la totalité de la taxe foncière à l'un d'eux seulement. C'est ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un thème qui revient extrêmement souvent. Il faut, on est dans la division. Si on veut y rester, il faut s'entendre. Il faut s'entendre surtout, comme disait Maître Termon, les travaux tout à l'heure, même si lorsque ça nécessite, avec effectivement l'urgence ou la conservation du bien, on peut engager seul et puis après se faire rembourser en justice, si jamais amiablement ça va pas. Mais quand on veut rester dans l'indivision, il y a ces règles à respecter. Je peux pas dire je reste dans l'indivision que pour le bon. C'est-à-dire moi je veux pas que la maison familiale, je veux pas que ce soit partagé, je veux rester dans l'indivision parce que je suis martiniquais, je vis en métropole, puis j'aime bien quand je viens en vacances avoir mon petit pied-à-terre et venir chez papa et maman. Ça me coûte rien, je paye rien. Oui, mais si le bien vous le voulez comme ça dans l'indivision, même depuis la France, vous payez votre quote-part d'impôt, vous payez votre quote-part d'eau, d'électricité. C'est vrai que ça peut être très agréable, mais il faut le mettre en place. Mais vous pouvez reprendre par rapport aux impôts parce qu'il faut que ça soit bien clair. Il y a donc un bien en indivision. Pour l'instant, l'impôt est toujours au nom du défunt. Si la succession n'est pas réglée, ça arrive au nom du défunt. Alors là, ce qui se passe, c'est que souvent, il ne paye plus. Voilà. Il ne paye plus, mais la dette, elle continue à s'accumuler parce que les impôts, c'est pas comme ça. Et puis, ou bien, il paye parce qu'il y en a un qui reçoit au nom du défunt, puis il paye. Mais sinon, il ne paye plus. Le jour où on règle la succession, le notaire, de toute façon, il demande un bordereau de situation aux impôts pour savoir combien il est dû. Donc, on s'aperçoit tout de suite de la dette fiscale. À ce moment-là, on s'aperçoit de la dette fiscale. Et dès qu'on règle la succession, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on règle la succession, il y a plusieurs héritiers, c'est enregistré, le cadastre change, la matrice cadastrale, ça nous met les noms de tous les propriétaires, et l'impôt foncier est adressé à un seul des deux. Voilà. C'est quand l'indivision a été réglée, quoi. Tant que la succession n'est pas réglée, les impôts ne connaissent pas les indivisaires. Voilà. Donc ils continuent à envoyer à une personne qui est décédée depuis quelque temps. Parce que des fois, en fait, le cas qu'on retrouve, c'est qu'un des héritiers va signaler le décès du propriétaire. Des fois, en s'imaginant qu'il n'y aura plus d'impôts. Mais non, parce que l'impôt n'est pas rattaché à une personne, il est rattaché à un bien. On parle bien sûr des taxes foncières. Donc c'est rattaché à un bien.
Donc souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a un avis qui arrive, indivision Monsieur X ou indivision Madame Y. Voilà, donc ça arrive. Des fois, il faut le dire, hein, souvent lorsqu'on a un héritier qui est par exemple fonctionnaire, voilà, les impôts ont plus de facilité à le retrouver, donc c'est lui qui va recevoir cet impôt. Et comme disait Maître Tripé, mais souvent si c'est pas payé, c'est lui qui va faire l'objet des saisies. Donc souvent, on a un héritier. Moi, j'ai déjà eu ce cas aussi, un héritier qui signale le nom de tous les indivisaires et qui dit nous sommes 5, moi je vous donne, il parle aux impôts, 1/5. Mais ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus parce que, comme l'a dit Maître Tripé, c'est la solidarité. En droit, il n'y a pas beaucoup de cas de solidarité, mais la solidarité fiscale existe. Ça veut dire que le fisc peut demander à l'un ou l'autre la totalité, pas seulement sa quote-part. Donc, on est 5. Les impôts vont demander la totalité, pas seulement 1/5 à celui qui aura été identifié. Donc, ça, des fois, c'est vrai que ça peut être malheureux. Donc. Alors, il y a une autre question là. Comment obtenir un titre de propriété si une seule personne, bon, j'en déduis, une seule personne souhaite sortir de l'indivision et les autres ne sont pas d'accord pour régler la succession? Non. On le disait tout à l'heure, une seule personne, là, ça marche pas du tout. On a apporté des améliorations en passant de l'unanimité à une majorité de 51%, mais une seule personne, ça, c'est pas possible. Si une seule personne souhaite sortir de l'indivision, il ne lui reste plus que la voie judiciaire, assignation en partage à tous ses co-héritiers, n'est-ce pas? C'est ça. Ce sera pas dans un cas d'Etchimi, il va falloir venir voir l'avocat qui va assigner en partage. Et un notaire va être désigné, qui va devoir faire des tentatives. Si ça n'aboutit pas, il y aura un PV qui va être abouti. Et puis, malheureusement, on risque des fois d'arriver à la vente aux enchères du bien lorsqu'on ne se met pas d'accord. Donc, voilà, c'est souvent regrettable parce que le bien est vendu à une valeur moindre que sa valeur réelle. Donc, franchement, c'est le risque, en fait, que le bien soit vendu quand on va devant le tribunal, que le bien soit, s'il n'y a pas d'accord, que le bien soit vendu aux enchères. Et il n'y a que les enchères. On ne peut pas faire une vente à l'amiable ou une vente... C'est toujours des enchères. C'est ça. Et la difficulté aussi, c'est pendant la procédure, non seulement le bien, il se dégrade. Donc, au final, on a un bien qui est... Et ce sont tous les indivisaires qui sont perdants parce que leur quote-part en valeur diminue. Le bien ne vaut plus rien, quoi. Donc... Tiens, on a apporté une précision pour la question de tout à l'heure, où la personne qui a construit le terrain, effectivement, la personne a construit le terrain, a construit la maison, sur le terrain, avec une autorisation de la personne, mais qui n'est pas son père. Parce que l'enfant, c'est le fils de l'épouse du père. Comment régulariser? Là, régulariser, c'est les héritiers. Les héritiers lui cèdent soit le bout de terrain, font une vente, ou éventuellement une donation, mais avec le coût de la donation, il est très important, parce que vu qu'il n'y a pas de lien de parenté, ils vont se retrouver avec une taxation à 60%. Donc, il faut essayer de voir en fonction de la valeur du terrain ce qui peut être fait, mais pour régulariser cela, il faut que les héritiers délimitent, fassent appel à un géomètre pour délimiter le terrain, et le cèdent ou gratuitement ou à titre onéreux à la personne qui a construit. D'accord. Donc, Maître, est-ce que vous pouvez un petit peu nous brosser les cas où les personnes viennent vous voir avec une problématique d'indivision? Qu'est-ce que vous avez le plus souvent? Alors, le cas que j'ai le plus souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent l'indivisaire qui est défaillant, qui ne se manifeste pas du tout, donc qui bloque parce que le dossier est bien souvent déjà chez le notaire, il est bien avancé, mais il bloque parce qu'il y en a un qui refuse de signer, qui refuse de donner ses papiers, qui ne se manifeste pas. Donc on a souvent ce cas. On a aussi le cas du partage judiciaire, tout simplement. On n'est pas d'accord parce que... alors, ce qu'on aurait peut-être dû dire dès le début, c'est que le principe, c'est que le partage doit être amiable. La voie judiciaire, vraiment, c'est lorsque le partage amiable n'a pas abouti. Donc on est censé se mettre d'accord, attribuer tel lot à tel indivisaire... Voilà, mais des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a un qui estime « moi, je veux la maison », l'autre qui, voilà, n'est pas d'accord, pourquoi c'est lui qui l'aura. Donc, il y a ces cas-là aussi, on a vraiment une opposition. Donc, on vient me voir pour un partage judiciaire. Oui, ce sont les cas, souvent l'indivisaire défaillant ou l'indivisaire opposant. On a aussi le cas où les gens n'ont pas de titre, voilà, parce que... maman ou bien grand-père avait la maison depuis X temps et on ne sait pas quoi faire parce que on veut hériter, mais on ne sait pas où sont les papiers. Donc dans ce cas, la prescription trentenaire peut jouer. Il y a des notaires qui le font parce que je sais que souvent les clients peuvent venir et me dire non, les notaires ne font pas la prescription trentenaire. Il y a des cas où c'est clair, lorsque
grand-père, arrière-grand-père a construit sur le terrain, on est en mesure d'établir qu'il y a eu l'eau, qu'il y a eu l'électricité, qu'il y a eu des éléments. Donc la trentenaire peut être appliquée aisément. C'est bien ça, Maître Ipé? Oui, c'est une solution. Moi, je la pratique beaucoup, donc depuis des années. Et je touche du bois là. J'ai jamais eu de problème avec les actes de prescription trentenaire parce qu'il suffit effectivement de bien vérifier toutes les conditions que l'on vient de voir. Hein, quand effectivement les grands-parents ont construit leur maison et qu'on vous raconte toute l'histoire, ils ont construit leur maison. C'était d'abord une maison en paille, puis ils l'ont changée pour une en fibre au ciment. Tous les enfants sont nés dans la maison. À leur décès, les enfants ont continué à occuper le bien. Je pense que voilà. Les éléments sont là, on a des éléments de preuve, des éléments matériels, etc., des témoignages, parce que parfois revient souvent sur le tapis aussi la question des témoins dans des prescriptions. Ce ne sont pas que des témoins. Tout le monde peut trouver des témoins pour dire qu'on a occupé un bien, mais il y a d'autres éléments qui sont pris en compte, et on établit ce genre d'acte pour constater ces éléments, pour constater qu'une occupation a été faite à titre de propriétaire, de manière paisible. Paisible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de procès en cours. Hein. Parce que parfois, on vient me voir pour faire une prescription alors qu'il y a une procédure qui a eu lieu il y a 5 ans. Ce n'est pas possible. Donc, paisible, continue. Je dois avoir occupé le bien de manière continue. Je n'ai pas occupé 5 ans. Je suis parti 30 ans ou 40 ans faire une carrière en métropole, puis je reviens 5 ans et puis je fais une prescription. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Paisible, continue, non équivoque. Non équivoque, il faut vraiment qu'aux yeux un petit peu des tiers, aux yeux de tous, ça soit... Quand je vais sur place, on me dit oui, c'est bien la maison de monsieur et madame Intel. Donc tous ces éléments-là sont réunis, ils sont constatés par un notaire dans un acte de prescription et avec des témoins qui attestent également. Et cet acte de prescription, une fois qu'il est régularisé, il ne vaut pas titre de propriété tout de suite. Ça, c'est très important, ce n'est pas un titre de propriété tout de suite. Pourquoi c'est pas un titre de propriété tout de suite? Parce qu'il peut être contesté dans un délai de 5 ans. Un délai de 5 ans qui court à compter des publicités, des publications qui sont faites par le notaire une fois cet acte signé. On fait une publication à la mairie du lieu de situation du bien et une publication, tout le monde peut le consulter d'ailleurs sur le site de la préfecture, sur le site de la préfecture de Martinique, vous allez voir notaire, publication notaire, vous allez voir toutes les prescriptions établies par les notaires. Et donc si pendant 5 ans, à compter de ces dates de publication, il n'y a pas eu de contestation, au bout de 5 ans, il y a prescription, donc c'est plus attaquable. On peut considérer à ce moment-là, c'est un véritable titre de propriété. Et la plupart du temps, de toute façon, quand j'établis un acte de prescription acquisitive, c'est parce que je sais qu'il ne sera pas contesté. C'est parce que je sais que déjà les vérifications ont été opérées. Et ça sera le but du GIP titrement, parce que c'est comme ça, c'est avec cet outil bien précis que l'on va reconstituer les titres de propriété pour les gens qui n'ont pas de titre de propriété. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions, puisque je ne vois pas les questions du live? Non, là, j'ai pas d'autres questions. Mais la prescription, effectivement, c'est quelque chose qui revient, parce qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et je repensais à quelque chose aussi tout à l'heure. C'est pas, alors, il n'y a pas de titre de propriété, on va le reconstituer, mais quand il y a un titre de propriété, c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, on peut prescrire. Ça n'empêche pas la prescription. Si vous êtes propriétaire de votre terrain et que vous laissez quelqu'un construire, habiter, sans rien lui dire, et se comporter comme un propriétaire, vous allez perdre votre terrain. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, comme le cas tout à l'heure, Maître Ipé, quelqu'un a construit sur mon terrain, il est là depuis 1960, etc. C'est mon titre, qu'est-ce que je peux faire pour le faire partir? Et je lui dis, vous avez perdu d'avance. Vous allez essayer de faire une procédure, Maître Termon pourra le confirmer, vous allez essayer de faire une procédure, vous allez prendre un avocat pour faire expulser la personne, par exemple. La personne va prendre un avocat pour se défendre. L'avocat, s'il est bon, ils sont tous bons, mais il va tout de suite, avec son client, évoquer la prescription. Et il va gagner, parce que si ça n'a jamais été contesté, que la personne est là depuis 40 ans, elle a gagné d'avance. Vous avez tout intérêt d'ailleurs, si vous êtes propriétaire dans ce cas-là et que vous avez le titre de propriété, à vous rapprocher de l'occupant de manière amiable et à lui dire, écoutez, vous occupez ici depuis 40 ans, je vous propose de vous céder le terrain. C'est ça. Alors, évidemment, n'essayez pas de devenir riche avec cette cession de terrain. Sinon, vous allez repartir au procès. Donc, trouvez un terrain amiable en disant, bon, c'est vrai que vous êtes là depuis 40 ans, on va régulariser ça, on va trouver une solution pour que vous ayez un titre de propriété. Ça ne sert à rien de se retrouver devant les tribunaux pour ça. C'est ça. C'est vrai que ça peut être cruel, mais c'est ça, parce qu'on va... C'est cruel, ils ne comprennent pas. Voilà, on saisit le tribunal pour revendiquer sa propriété en disant, mais c'est à moi, il est chez moi.
Et à titre reconventionnel, celui qui est en face va dire mais je suis là depuis plus de 30 ans. Et là, ce ne sera pas une possession devant le notaire, un acte de possession devant le notaire, ce sera un acte de possession judiciaire. Le tribunal va constater qu'il est propriétaire et va lui faire un jugement qui va être publié à la publicité foncière et qui va constituer son titre de propriété. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant sur ça. Donc ça peut paraître cruel, mais lorsque quelqu'un quand même s'est comporté pendant 30 ans en véritable propriétaire, est-ce qu'en quelque part, c'est pas une reconnaissance Alors, on me parle d'un acte sous seing privé. Un acte sous seing privé pour l'achat d'une maison sur un terrain en indivision, donc je suppose que c'est l'achat des murs uniquement. Est-ce que cet acte est valable, sachant que le conjoint survivant est toujours vivant? Toute vente de biens immobiliers, ça passe par un acte notarié. Maintenant, si je vends une maison, je vends des murs. Donc, je vends des murs, peut-être que je peux être propriétaire des murs, mais c'est pas ça c'est le sol qui l'emporte. Donc après, quoi qu'il en soit, il faudra que je régularise pour devenir propriétaire du solde. Donc ces actes de vente de murs, c'est pas... Parce voilà. que si c'est sous seing privé, ça veut dire que ce n'était pas par devant notaire. Non, sous seing privé, c'est que c'est pas un acte. C'est un courrier. Le notaire va faire que des actes. Il fait des actes notariés, des actes authentiques, mais sur la propriété du terrain. Le notaire ne va pas vendre des briques, des murs, etc. Donc c'est pour ça que parfois les gens, quand ils n'ont pas de titre, et je faisais ça dans le temps, ils avaient tendance à se vendre juste les murs de la maison. Alors ça peut aider parfois à la prescription quelques années plus tard. Ça peut nous servir parmi le faisceau de preuves ou d'indices, mais ça n'a pas de valeur. Voilà. On ne cède pas une maison sous seing privé. Voilà. Donc, pour répondre en clair à cette personne, cet acte sous seing privé ne peut pas être mis en avant dans le cas d'un partage ou bien d'une succession. Voilà. Alors, on me dit qui dit céder le terrain veut pas dire vente. C'est une donation. Ben oui, parce que de toute façon, une cession d'un bien, elle peut avoir lieu soit à titre onéreux, c'est une vente, moyennant un prix, soit à titre gratuit, c'est une donation. On peut céder un bien de deux manières différentes, onéreux ou gratuit. Peut-on avoir les coordonnées de Maître Tripet? Ben non, on ne peut pas avoir les coordonnées de Maître Tripet. Vous les trouverez dans l'annuaire si vous les souhaitez. Voilà. Mais on ne va pas donner mes coordonnées en direct. Voilà. Bon. Eh bien, si vous ne posez plus de questions, j'espère en tout cas que ces informations données par Maître Tripet et Maître Termon vous ont vraiment permis de mieux comprendre et appréhender les problématiques que vous vivez, parce que si vous posez les questions, c'est que vous les vivez. Et je crois que dans notre entourage, on connaît beaucoup de personnes qui sont dans l'indivision, qui ont des problématiques. Donc j'espère vraiment que vous avez pu comprendre mieux, voir comment vous positionner, et puis gérer au mieux vos affaires. Et puis on rappelle que dans la famille, ce qui compte vraiment, c'est dialoguer. Hein, parce que si on ne dialogue pas, si on coupe le dialogue... Tout le monde est concerné par l'indivision, donc que les gens n'hésitent pas surtout à prendre des renseignements auprès des avocats, auprès des notaires, auprès de la DIL. Voilà, on est là pour donner les renseignements. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Donner des renseignements, ça ne vous engage pas sur ce que vous allez faire après, c'est vous qui choisissez. Mais prenez au moins les renseignements auprès de professionnels pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai que nous avons à la Martinique une agence d'information sur le logement de Martinique, où il y a des personnes compétentes, des juristes, notamment sur les questions pointues de l'indivision, qui peuvent vous renseigner. Bon, on appelle la DIL, on prend un rendez-vous. Nous, on fait des permanences, on va recommencer à faire des permanences. Mais en tout cas, si vous appelez la DIL est à Fort-de-France, vous pouvez avoir un renseignement gratuit, puisque c'est une association, hein, même si bon, son budget vient d'autres lieux. CTM, État, voire Espace Sud, voilà. Mais en tout cas, vous ne payez pas si vous allez à la DIL. Peut-être chez le notaire, vous allez payer, mais pas la DIL. Alors, non, justement, j'allais le dire. Ah. Chez beaucoup de notaires, renseignez-vous avant. En tout cas, c'est le cas chez moi. Toutes les consultations sont gratuites. Oh. Voilà. Mais non, chez beaucoup de notaires, renseignez-vous avant. Mais moi, je sais que les consultations sont gratuites. Chez les avocats, il y a des permanences qui sont gratuites. Voilà. Il y a des matinées où vous avez aussi les avocats sont mis à disposition. Comment ça s'appelle ? Le Conseil départemental d'accès au droit, le CDAD. qui régulièrement, lui aussi. Moi, je suis demain au Lorrain, entre 13h et 15h pour donner des consultations gratuites, totalement gratuites. Donc, vous avez quand même beaucoup de moyens pour être bien, pour être vraiment informé avant de vous décider la suite que vous donnez
à vos successions ou à vos indivisions. Puis c'est vrai que les professionnels n'hésitent pas. Là, avec l'asile, quand on fait nos conférences, on recherche les professionnels, le notaire, l'avocat. On n'a jamais eu de souci pour avoir leur accord, pour venir vous renseigner au plus près. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire qui sera en rediffusion, en replay, sur le site de l'Espace Sud et sur le Facebook de l'Espace Sud. Donc, n'hésitez pas à le revisionner si vous voulez réécouter des choses, puisque parfois on ne comprend pas bien et quand on réécoute, on va comprendre, puisqu'on est revenu sur pas mal de notions. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir joué le jeu des questions. Merci à nos intervenants, Maître Ipé, Maître Termont. Merci à Nadil, le directeur est à côté, on ne le voit pas, mais il est là. Donc voilà, et je vous remercie et le bonsoir chez vous. Bonsoir. Bonne soirée.